Salut à toi qui nous écoutes et merci beaucoup d'écouter 11e art. Si nos émissions te plaisent, n'hésite pas à mettre 5 étoiles si tu nous écoutes sur les plateformes de podcast et des petits pouces si tu nous écoutes sur YouTube. C'est hyper important pour notre référencement et c'est ça qui nous permet de grandir. On est aussi présent sur Twitter et sur Instagram si tu veux échanger avec nous et une cagnotte est disponible sur Hello Asso si tu veux nous soutenir financièrement en faisant des dons. Toutes les infos sont à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Très bon épisode. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission d'Avec des Si. Vous en avez l'habitude, on en a fait quelques-uns ces derniers temps, votre format uchronique qui retrace l'histoire du football en prenant un prisme différent pour savoir d'un événement marquant ce qui aurait pu se passer autrement. Vous en avez l'habitude, je suis avec mon fidèle acolyte. Val, comment tu vas aujourd'hui ? Écoute, ça va très bien, Flo, et je préfère l'annoncer tout de suite. Marcelin, tu es officiellement fact-checker de cette émission. Donc la première connerie, tu as le droit de nous mettre un petit tir dans la tête. Ouais, c'est le premier fact-checker qu'on a de l'histoire de l'émission, parce que c'est la première fois qu'on fait un Avec des Si en mode plan à 3. Marcelin, comment tu vas ? Salut Flo, salut Val, écoute, ça va très bien, merci pour l'invite. Ouais, avec grand plaisir. Alors pour ceux qui l'ont pas, Marcelin Chamoin évidemment, grand spécialiste du football sud-américain et particulièrement brésilien, notamment pour Lucarno Opposé. Tu étais déjà venu avec nous pour 11e art pour parler, je crois que c'était pour la preview de l'équipe du Brésil à la Coupe du Monde 2022. C'est un vrai plaisir de te retrouver avec toi. On commence, on fera la promotion régulièrement dans cette émission. Pourquoi on a invité Marcelin ? On a fait un petit plan à 3 pour cette nouvelle, pour ce nouvel épisode d'Avec des Tu Si. m'angoisses avec tes plans à 3 Flo. Ouais, je sais, je vais le répéter beaucoup ce soir, je sens que j'aime ça. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on avait abordé un sujet qu'on s'était noté depuis un petit bout de temps. C'est quand même un des plus grands moments de l'histoire du foot qui est le Maracana-Sao. Donc évidemment la défaite du Brésil à domicile dans son tout flambant neuf Maracana face à l'Uruguay en 1950. Et il se trouve que tu as écrit un livre il n'y a pas si longtemps, qui est sorti il y a 3 mois, 2 mois ? Ouais, c'était juste avant la fin de l'année 2023. Exactement, donc aux éditions Lucarno Opposé avec Jérôme Le Signe, qui est le spécialiste du foot uruguayen chez Lucarno Opposé. Ouais, c'est ça. Et du coup, on t'a invité parce que plutôt que se dire de faire une promo plus classique, certes très intéressante, tu étais le mieux placé pour parler de ça. Et en tout cas, alors, j'ai pas eu le privilège de le finir encore, mais allez-y, je suis à la moitié du bouquin et c'est une petite merveille. C'est bien, tu prépares bien tes émissions, Flo. Ouais, bah écoute, on ouvre une arena dans une semaine. Donc là, a priori, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Mais ça fait écho à l'ouverture du Maracana qui a été inaugurée pour cette Coupe du Monde 1950. Donc évidemment, on va en reparler, mais foncez acheter ça aux éditions de Lucarne Opposé. On connaît l'histoire dans les grandes largeurs et encore, mais les détails sont très croustillants, c'est blindé d'informations et c'est ultra intéressant et très bien écrit. Donc félicitations Marcelin et tu noteras les félicitations et tu transmettras aussi à Jérôme bien évidemment. Comment vous avez fait, excuse-moi, je pose une question, Flo. Comment vous Vas-y. avez fait pour avoir un livre d'une telle précision? Parce que les archives de l'époque, est-ce que les archives de l'époque étaient faciles à trouver ou pas du tout? Pour mon côté, j'ai pas mal de livres sur le foot brésilien, donc c'est vraiment documenté sur les livres. Après, Jérôme, sur les sites, il y a bien aussi le journal Loto qui l'épluche. Donc un peu d'archives françaises, il y a aussi des livres en espagnol. Mais Donc, des livres, oui, beaucoup c'est ça, de- des livres pas traduits forcément. Ouais, Ok. c'est ça, ou des journaux d'époque aussi. Ok, ça marche. Mais, du coup, petite question, t'as vécu combien de temps au Brésil et à Rio notamment ? Un an à peu près. 1 an ? Et est-ce que c'est à ce moment-là aussi où tu as commencé à écrire ce livre, où l'idée en tout cas a commencé à germer ? Non, on l'a fait avant encore. Je sais plus trop comment est née l'idée. Au début, on avait fait un podcast juste sur le Maracanazo. Et après, c'est vrai qu'il y a tellement à dire que ça pouvait en faire un livre. Et puis, on a trouvé ça sympa de faire le point de vue brésilien et le point de vue uruguayen. Et c'est vrai que c'est un match très connu. Mais au final, on redit un peu souvent la même chose. Donc, on a voulu parler un peu de tout ce qu'il y avait autour. Exactement. Je vous propose de reprendre le fil de cette émission. Alors, vous en avez l'habitude, l'émission se compose de deux façons et de 2 parties. Une première partie plus contexte, où on sera un petit peu plus rapide, mais on va revenir quand même en détail sur ce match et sur cette finale au Maracana en 1950, mais aussi sur tout ce qui se passe avant, notamment pour la sélection brésilienne et la sélection uruguayenne, avant évidemment de partir un petit peu plus en live sur la partie Uchronie pour savoir ce qu'il aurait pu en être si le destin en avait décidé autrement et si le Brésil s'était imposé face à l'Uruguay. On commence tout de suite dans le vif du sujet, messieurs, avec cette partie contexte. Marcelin, tiens, je te laisse commencer. Comment on arrive à cette finale de 1950 entre le Brésil et l'Uruguay ? Je pense que le point de départ, c'est la Coupe du Monde 1938.
où le Brésil termine troisième. Donc la Coupe du Monde en France, et puis un football qui n'a jamais été vu ou très peu en Europe, donc avec beaucoup de spectacles, avec des joueurs comme Domingos et Leonidas. Donc une très belle prestation du Brésil qui ne gagne pas. Et un an plus tôt, le pays bascule dans la dictature de l'Estado Novo, avec Getúlio Vargas qui était déjà président en 1930, mais qui fait le congrès en 1937. Et donc c'est un petit peu comme l'Allemagne nazie ou l'Italie fasciste, la volonté d'accueillir un grand événement. Donc après la Coupe du Monde 38, il se positionne à l'époque pour la Coupe du Monde 1942, qui est repoussée de quelques années à cause de la guerre. Ouais, pour un Mais, petit sujet. mais je pense qu'il y avait cette volonté du pays avec les résultats, et puis organiser un grand événement comme la Coupe du Monde. Ouais, effectivement, et ça prend la suite en plus de cette Coupe du Monde. Donc, on a l'inauguration et la première Coupe du Monde de l'histoire qui est sur un format très particulier aussi, mais en Uruguay en 1930, c'est 2 éditions 34-38, l'une dans l'Italie fasciste de Mussolini et l'une en 38 en France. Et 12 ans après, puisque cette raison évidemment de la Seconde Guerre mondiale, on revient en Amérique du Sud avec cette Coupe du Monde organisée au Brésil, qui est aussi à ce moment-là la compétition majeure, parce qu'on sait que pendant quelques années, et notamment avant 1930, la compétition majeure dans le foot, c'était les Jeux Olympiques. Et je crois qu'on va d'ailleurs en reparler quand on va évidemment mentionner la question de l'Uruguay. Mais effectivement, ouais, quand on se plonge un peu dans les archives, on voit qu'il y a une dimension politique à l'organisation de cette Coupe du Monde pour l'État brésilien qui est ultra prépondérante dans le choix et dans cette organisation. Mais déjà sur les compétitions précédentes, en 34 et en 38, il y avait déjà eu quelques enfin, pas des questions politiques, mais plutôt des questions d'organisation parce que les équipes sud-américaines avaient boycotté ces compétitions-là, Ouais. notamment parce qu'ils voulaient une alternance, entre, l'organisation en Europe et l'organisation en Amérique du Sud. Et donc il y avait eu l'Uruguay en 1930, l'Italie en 1934 et du coup la compétition 1938 avait été boycottée par une partie des équipes, sud-américaines Et à et part le Brésil d'ailleurs, qui avait participé aux Coupes du Monde, et qui, dès le début, est très attaché à cette idée de championnat du monde. clairement, ouais. Et du coup en 1950, on a encore une fois un petit boycott aussi des équipes européennes cette fois-ci, si je dis pas de bêtises. Enfin, je sais pas si c'est un boycott ou si c'est juste un tu Si c'est peut-être juste plus des approches. complexités de se rendre, Ouais, ouais, parce ouais. que c'était le cas aussi en 1930 en Uruguay, où les équipes, les sélections, européennes avaient eu beaucoup de mal à se rendre et certaines n'étaient pas allées en Uruguay. Nous, en 50, il y a aussi une réponse un petit peu: «Vous n'êtes pas venus en 38, donc on ne va pas y aller». OK. Bah, c'est Ouais, ouais et c'est notamment le cas de l'Écosse et de la Turquie justement, bah, peut-être qu'on peut avancer un peu dans le déroulé de la compétition puisque du coup c'était avec, 4 groupes de poules et chaque premier de poule se retrouvait, dans une phase finale, dans un groupe à 4 et s'affrontait et justement dans le groupe de l'Uruguay, dont on va parler un petit peu après, il n'y a que la Bolivie puisque l'Écosse et la Turquie ne participent pas à la compétition. ouais, exactement. Il y a ça et il y a un autre élément aussi qui est ultra particulier, c'est qu'on est quand même sur une compétition sans phase finale. En fait, il y a une seconde phase de poule qui est une sorte de semi-phase finale, mais en fait, qui est appelée poule finale, mais qui est pas, il y a pas de match couperé, il y a pas de match à élimination directe, et on le verra après, mais en fait, c'est le destin qui nous a d'une certaine manière, enfin le parcours de ces équipes, qui nous a donné une finale, mais le fait est que normalement, il n'y aurait pas dû avoir de finale. Oui, après le Brésil aime bien ces formules de championnat plutôt que de coupe, et donc c'est le comité d'organisation qui va assister avec la FIFA pour qu'ils aient une phase de groupe plutôt, pour éviter justement une désillusion trop tôt, mais c'est un peu risqué d'avoir un seul qualifié par groupe, parce que le Brésil a failli être aussi éliminé dès le premier tour. Ouais, ça ressemble un peu à la Ligue des Champions gagnée par Marseille, où on sort de poule, Ouais, on est direct en exactement. finale, quoi, en fait. Ah ouais, exactement et il y avait pas des raisons économiques à ça aussi? Il y avait aussi, ouais, que du coup, ça faisait un peu plus de matchs, et donc ça permettait de remplir les stades, parce que c'était surtout le Brésil qui les remplissait après pour les autres matchs. Il y avait des affluences qui étaient plus réduites. D'accord, OK. OK. Et si on avance un petit peu dans le temps, et à cette coupe du monde, tu parlais évidemment notamment du climat politique avec l'Estado Novo, qui est mis en place au Brésil quelques paires d'années avant en tout cas. D'un point de vue sportif, le Brésil
qu'est-ce que c'est à ce moment-là? On parlait de l'Uruguay, juste l'Uruguay, très simplement, et on en parlait tout à l'heure justement. L'Uruguay a 4 étoiles sur son maillot, tout le monde le sait. Tout le monde ne sait pas forcément pourquoi. Et je crois que Val, tu avais fait une chronique d'ailleurs là-dessus, il me semble. Non, c'était pas toi qui avais fait une Bah, chronique? je me demande si c'était pas toi qui l'avais fait même plus tôt, non? Non, 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 c'est pas moi. Ça, je me souviens que c'était pas moi. Mais Donc je bref, en crois que tout cas, c'était à l'occasion de la Coupe du monde aussi, ouais. l'Uruguay un petit peu, ouais, exactement. L'Uruguay un petit peu façon Juventus a un peu triché sur le nombre d'étoiles. Pour d'autres raisons, c'est qu'à une époque où il n'y avait pas la Coupe du Monde de football, puisque la première édition se tenait en Uruguay justement en 1930, l'Uruguay a gagné deux fois les Jeux Olympiques en football. Et du coup, l'Uruguay s'est auto-octroyé le En titre de 24 et champion en du 28, monde ouais. en 24 et en 28, et donc affiche assez fièrement ces quatre étoiles sur le maillot. Qui sont des Euh, titres qui ne sont évidemment pas reconnus par la FIFA, à préciser. ex- Enfin les 2 premiers en tout cas, pardon. Exactement, les deux premiers titres ne sont pas reconnus, mais bon, ils sont quand même octroyés le droit Ouais, ouais, de. ils autorisent quand même à utiliser les 4 étoiles des JO, mais justement qui est en train avec les JO en Ouais, plus de Paris, de revoir tous les journaux de l'époque. Et c'est un championnat du monde à l'époque et la FIFA organise avec le comité olympique ces championnats du monde. Ah d'accord. Donc je crois que la FIFA reconnaît quand même, c'est un petit, enfin comme d'autres compétitions au Brésil aussi, ils ont pas mal de ça. Ou, par exemple, la Coupe intercontinentale avec le mondial des clubs, est-ce que c'est équivalent, exactement pareil? C'est un peu selon le point de vue, mais à l'époque, c'était vu comme un championnat du monde. ouais. Et du coup, quand on se penche du côté brésilien, bah, je vais te poser la question. Où en est le Brésil à ce moment-là, en 1950? Qu'est-ce que c'est le Brésil footballistique en 1950? Bah justement, je pense qu'ils essayent de dépasser un petit peu les voisins argentins et uruguayens. Et après, il y a la Coupe du Monde qui vient un peu contrecarrer ces plans, parce que bah, il n'y a pas de Coupe du Monde, mais même aussi le championnat sud-américain est un petit peu en pause. Donc, il y a des grands joueurs, il y a des grands clubs qui font des résultats, mais il manque un petit peu une Coupe du Monde pour vraiment dire qu'ils sont les meilleurs. Ouais, exactement. Et sur le climat de cette préparation en 1950, est-ce qu'il y a des choses un peu croustillantes à dire, Val ou Marcelin? Bah, pour la population, je pense qu'il y a beaucoup d'optimisme, euh, avec en plus la construction du Maracana qui est intéressante aussi, il y a un débat qui est politique pour la construction d'un stade, parce qu'il n'y a pas de grand stade à Rio. Et donc, il y a deux projets. Un à l'ouest de Rio pour un stade de 60 000 places, et l'autre au Maracana, donc, dans la zone plutôt centrale de Rio, qui est entre la zone sud riche et la zone nord pauvre, et surtout un stade de 200 000 places qui est le plus grand du monde. Et qui est un journaliste qui revient souvent dans le livre, Mario Filho, qui va militer quotidiennement pour ce stade, ce qu'il appelle le Gigante do Derby. Donc un stade avec 200 000 places où tout le monde a sa place. En fait, les pauvres aussi, il y avait l'espace qu'on appelle la Gera, qui était vraiment au bas du terrain, où il n'y avait pas de vue. On était debout, mais par contre, c'était pas cher. Et après, les tribunes pour les gens plus riches. Et donc, en fait, toute la ville a sa place au stade. Ouais, exactement. Et donc, du coup, il y a une vraie. C'est vrai qu'on vraiment, dans le livre, on s'en rend vraiment compte. Et ça, les faits historiques, quand on lit des articles, nous donnent pas forcément toute la visibilité de cette période. Mais effectivement, il y a une vraie opposition politique entre les deux projets. Messieurs, si on plonge un petit peu maintenant dans plus l'organisation, mais dans le sportif de cette compétition, quel est le parcours des deux équipes et particulièrement, évidemment, du Brésil? Bah, c'est ce que je te disais, tout à l'heure, Flo. Alors je vais commencer plutôt par l'Uruguay parce que je l'ai déjà mentionné un petit peu, qui se retrouve dans la poule de la Bolivie, de l'Écosse et de la Turquie. Donc l'Écosse et de la Turquie qui n'ont pas participé à cette compétition. Donc il y a en fait un match qui pour le coup est un match coup près. Tu disais tout à l'heure qu'il n'y en avait pas, mais pour le coup c'en est un, entre l'Uruguay et la Bolivie. Alors la Bolivie était assez confiante sur ce match-là, parce qu'il y avait une confrontation juste avant entre ces deux équipes, et la Bolivie avait vraiment tenu tête face aux Uruguayens. Ouais, Et là, en ils ont fait, moins tenu tête, là. bah voilà, les Uruguayens arrivent avec une équipe qui est complètement différente en fait, et ils vont leur mettre 8-0 dans ce petit match coup près. Donc c'est comme ça que l'Uruguay accède directement à la phase finale, pardon. Et ils vont se retrouver dans une poule en phase finale avec le Brésil, du coup, justement, la Suède et l'Espagne. Alors sur le premier tour, j'ai pas énormément d'informations. Je sais pas si tu en as un peu plus, toi, Marcelin. Bah, pour le Brésil, donc ils gagnent le premier match assez facilement. Après, ils vont jouer à São Paulo quand même, parce qu'il fallait, même si ils préféraient jouer à Rio, par le comité d'organisation en tout cas, il fallait quand même un match à São Paulo. À l'époque, il y avait encore une rivalité qui est encore
encore plus forte qu'aujourd'hui. Et donc, ils font un 2-2 contre la Suisse qui les met un peu sous pression. Parce qu'en plus, c'est la Yougoslavie derrière qui avait Qui gagné était une très très ces forte deux nation. Ouais. matchs, qui gagne les JO en 48. Donc, oui, aussi une très, très bonne équipe. Et Zizinho est blessé pour les 2 premiers matchs, il est forfait. Il revient sans être à 100%. Et le Brésil marque, je crois, ça démire quand même le premier but mais en tout début de match contre la Yougoslavie. Et c'est peut-être là que le Maracanã vraiment démarre et que le Brésil, on a l'impression qu'ils sont lancés vers le titre. Et du coup, on arrive dans cette phase finale, donc dans cette poule à 4 avec la Suède, l'Espagne, le Brésil et donc l'Uruguay. Et pour le coup, le Brésil va avoir un parcours qui est beaucoup moins chaotique que l'Uruguay, puisqu'ils vont étrier et l'Espagne et la Suède. Alors, 7-1 contre contre la Suède et 6-1 contre l'Espagne, alors que de leur côté, la Céleste va beaucoup plus galérer. De son côté, pardon, la Céleste va beaucoup plus galérer en faisant un match nul contre l'Espagne de partout et en allant arracher une victoire contre la Suède 3-2. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un dernier match, alors qui est un peu un hasard du calendrier, mais où les 2 grands favoris vont se retrouver pour un match décisif, alors que sur le papier, c'était encore une phase de groupe, comme tu disais, Flo. Et donc là, on va se retrouver dans un Maracanã qui va être rempli par plus de 200 000 personnes, D'ailleurs- assez bouillant. D'ailleurs, c'est quand même assez marrant quand on regarde. Alors, je sais pas si les stats sont officiels parce que je pense que c'était assez difficile de compter, que ce soit pour la finale ou pour l'ensemble des matchs de la compétition. Mais quand on regarde les affluences moyennes, enfin les affluences en tout cas, des matchs du Brésil et les affluences des autres matchs de cette Coupe du Monde, on est quoi, du simple au quadruple en fait. Oui, ouais, surtout dans les autres stats, Ouais, qui avait pas la Independencia capacité non aussi. plus. Donc là, mais oui, les gens voulaient voir le Brésil et pas forcément le match de Coupe du Monde. Je crois même ouais, le tour final, ça attire pas plus que ça. Et après, en plus, ouais, pour le Brésil-Espagne, il y a plus de monde que ça dans le Maracanã, c'était quasiment 180 000. Parce que bon, c'est un peu plus facile de rentrer en forçant. Donc, il y a beaucoup de monde qui n'avait pas de billet et qui a pu voir ce match. Et le Maracanã est devenu de plus en plus bouillant pour le match du Brésil. Et est-ce que tu as des petites infos croustillantes sur la préparation de ce match? J'ai ouï dire que la préparation était beaucoup plus simple pour les Uruguayens que pour les Brésiliens, bizarrement. Ouais, les Uruguayens étaient assez tranquilles dans leur hôtel et calmes. Il y avait une agitation à Rio qui était beaucoup trop forte peut-être pour un match. En tout cas, la préparation n'était pas idéale. J'en parle dans le livre, mais c'est assez hallucinant parce que du coup, ils ne s'entraînent pas avant le match parce qu'il y a des sollicitations d'hommes politiques. Comme en plus, il y a des élections présidentielles juste après, tout le monde veut en profiter. Et donc, ils changent de lieu de rassemblement et les joueurs ne s'entraînent pas les 2 jours avant la finale. Ouais, c'est vrai que ce changement de lieu de rassemblement où ils passent d'un lieu de rassemblement un petit peu éloigné, très calme, où les journalistes et les politiques avaient un peu du mal à venir, tout ça pour se retrouver à effectivement ne pas s'entraîner la veille, alors que eux, les Uruguayens, sont plutôt tranquilles. Et par contre, il y a quand même un phénomène aussi, c'est que la presse brésilienne, avec le parcours de la Seleção, va évidemment de plus en plus s'exciter. Et le matin de la finale, tous les titres de presse de la presse brésilienne considèrent que c'est quasiment déjà gagné, puisqu'on le disait, donc c'est pas vraiment une finale, c'est un match de poule qui fait finalement figure de finale, mais le Brésil n'a au final besoin que d'un nul pour se qualifier. Et donc, très clairement, la presse brésilienne, comme les supporters brésiliens, ne voient pas comment il est possible de perdre cette Coupe du Monde. C'est déjà les titres de la presse brésilienne et ça va surmotiver notamment l'équipe uruguayenne. Alors, j'ai juste un doute sur l'identité du joueur qui va acheter les journaux le matin même en partant en balade parce que c'est le premier levé et qui ramène une centaine de journaux à l'ensemble de ses coéquipiers pour les motiver. Et c'est le capitaine Obulio Varela qui est un gros personnage du livre aussi. Après, oui, la presse était confiante, mais il y a un journal qui est plutôt confidentiel à l'époque qui va titrer Voici les champions du monde. Et Varela récupère autant qu'il peut pour les montrer à ses coéquipiers. Ouais, et au final, on va voir que ça va marcher. D'autant qu'ils ont, pareil, il y a des anecdotes assez marrantes dans le livre qui sont racontées, notamment sur le le rapport avec les jardiniers et les gens qui passaient autour de l'hôtel des Uruguayens, qui viennent un petit peu chambrer de manière très amicale les Uruguayens. Mais ça va aussi participer évidemment à la motivation des joueurs de Flavio Costa, qui est le sélectionneur brésilien. Maintenant, si on se penche un petit peu plus sur ce match et sur cette catastrophe, donc qui a même donné un nom aujourd'hui, qui est le nom de ton livre évidemment, le Maracanã. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le déroulé de ce match?
Sur la première mi-temps, il y a 0-0. Je pense que peut-être les Brésiliens n'étaient pas, ils sortaient d'un match peut-être plus facile avec les 2 premiers matchs où ils avaient, déroulé. Donc ça les a peut-être, perturbés et après pourtant ils marquent dès le début de la seconde période. On pourrait s'attendre justement à ce que, ça ils continuent à enchaîner les buts comme ça a été le cas pour les 2 premiers matchs. C'est pas le cas. Il y a Varela aussi qui va encore, refroidir un petit peu le match en allant parler, au juge de touche qui parlait pas espagnol, mais, pendant 2 minutes du coup, il parle avec le juge de touche pour essayer de refroidir le stade qui était brûlant et puis, après la suite est connue, l'Uruguay met un but et ça ouais, pour le coup, ça refroidit vraiment le match. D'ailleurs, je sais plus si c'est, Flavio Costa ou un joueur qui a dit: «On n'a pas perdu au 2e but, on a perdu au premier. Il y a tout le stade qui se tend, même si après on a fait un petit peu on a exagéré le silence du Maracana où si on écoute le match à la radio, il y a quand même du bruit, mais on sent une tension et après, Didia qui avait déjà été, impliqué sur le 1er but en centrant, là il déborde encore sur le côté droit et ce coup-ci, il tire et donc il trompe Barbosa au 1er poteau. Mais messieurs, je vous propose qu'on passe à notre partie what if, à notre partie et si. Donc c'est là où on va partir un petit peu plus en freestyle, en live, même si on va essayer de ramener ça quand même à la réalité. Je vous propose de commencer, avec ce stade, le Maracana qui a donc été inauguré pour la coupe du monde. Est-ce que le Maracana est-il le même mythe? Et est-ce que si le Brésil n'avait gagné, finalement, le Maracana, soit serait peut-être encore plus mystifié parce qu'il aurait été le symbole de la première victoire en Coupe du monde brésilienne. Et à l'inverse, est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas devenu un stade maudit? Est-ce que l'histoire aurait pas été complètement changée aussi pour la mythification de ce stade? Je pense que Maracana, il est mythique, avant même le 1er match. On en a déjà parlé sur la construction, c'est inédit, un stade de 200 000 personnes, sa configuration aussi peut accueillir aussi bien les pauvres que les riches. Donc il est mythique avant et il a été après, avec les clubs. Il y a quand même 4 clubs qui ont joué là-bas, donc il y a les 4 clubs de Rio et puis des joueurs, bon, il y a eu Pelé, Garrincha, ensuite il y a eu Zico, Roberto Dinamite, après, Romario. Enfin, il y a après beaucoup d'autres joueurs aussi. Donc c'est un stade mythique dans tous les cas. Même si je pense cette défaite, inaugurale, on va dire, du coup, elle a ajouté un petit peu à ce mythe du Maracana. Si le Brésil avait gagné, on aurait une fête forcément formidable, mais ce silence du Maracana, c'était, quelque chose, ouais, qui n'existe pas, j'ai l'impression, ailleurs dans l'histoire du foot et même le buteur Gigi avait dit: «Je suis l'un des 3 seuls à avoir fait taire le Maracana». Donc je pense que le silence du Maracana était plus impactant qu'une victoire brésilienne. Et d'un point de vue de la culture, de la culture brésilienne, est-ce qu'aujourd'hui ce stade, il est quand même toujours vécu, notamment parce que cette finale, comme un peu maudit? On pense évidemment, on y reviendra plus tard, sur la coupe du monde 2014 aussi. Et est-ce que voilà, il y a ce côté, maudit en fait de ce stade? Non, je pense pas, même s'il y a eu d'autres désillusions aussi pour des clubs. Après il y a eu beaucoup de succès. J'ai pas l'impression, qu'il y ait une malédiction du Maracana. Et oui, la malédiction, c'est en plus le maillot blanc. Mais pour le stade, il y a eu tellement après de moments de victoire que je pense que ça s'est, effacé. C'est pas le stade qui est maudit. Ouais, alors effectivement, je suis complètement d'accord avec toi. Je pose la question un petit peu volontairement, mais parce que beaucoup de gens, en fait, pensent à 2014 et à ce fiasco de l'équipe brésilienne, et beaucoup oublient que le Brésil d'Allemagne n'était pas, en fait, au Maracana. C'était à Belo À Horizonte, non? Mineiro. Ah, ah, Mineiro? Ah, je crois que c'était Belo Horizonte. Ah bah oui, mais c'est Oui, Belo c'est, Horizonte, ouais, c'est ouais. Belo Horizonte. Ouais, et donc en fait, beaucoup de personnes oublient ça. En fait, c'est plus un vrai échec de la Seleção plus qu'une nouvelle malédiction du Maracana. Tiens, tu parlais de ce Val, tu voulais dire quelque chose? Non, non, je pense que le vrai sujet, c'est plus par rapport à la sélection brésilienne, mais je crois que c'était là-dessus que tu allais basculer, non? Ouais, ouais, exactement. On le disait, la sélection brésilienne atteint pour la première fois la finale de la coupe du monde, mais n'est encore jamais championne du monde, à ce moment-là. Évidemment, aujourd'hui, en 2024, on est à 5 titres et le Brésil est la plus grande équipe, en tout cas en nombre de trophées, mondiaux. Heu, Est-ce que finalement ce Maracanaçao participe pas un petit peu au mythe de l'histoire brésilienne? Et s'il y avait eu une victoire, est-ce que finalement l'équipe brésilienne serait aussi grande aujourd'hui?
Moi, je pense qu'il y a un aspect qui est hyper important dans la enfin, c'est évidemment cet événement va permettre à un moment ou un autre la reconstruction du Brésil et l'avènement et peut-être aussi la conservation d'un style de jeu parce qu'on sait que à l'époque, le Brésil, avait pour objectif de venir concurrencer, les 2 grosses équipes sud-américaines qui étaient l'Uruguay et l'Argentine à l'époque. Mais il y avait aussi beaucoup enfin une forte envie de s'inspirer de ce qui se passe en Europe et du football européen et peut-être que, ce traumatisme qui a été vécu par le peuple brésilien a aussi permis au Brésil de se reconstruire avec les valeurs du pays et peut-être aussi avec de garder cet esprit un petit peu, vraiment le jeu. On parle souvent du jeu brésilien. Je pense que peut-être qu'avec avec un autre résultat, la nation, je présuppose, hein, peut-être que la nation aurait basculé vers un autre style de jeu en s'inspirant peut-être plus de ce qui se fait en Europe. Et d'ailleurs, il y a un mec qui peut-être est révélateur de ce truc-là, qui malheureusement nous a quittés récemment. C'est Mario Zagallo, qui est présent le jour du match au Maracanã, qui à l'époque il est très jeune, je crois, il a une 12 ou une quinzaine d'années, et il va être littéralement lui traumatisé par le truc et c'est par l'événement, et c'est comme ça qu'il va se fixer l'objectif de jouer un jour pour la sélection brésilienne et d'emmener la sélection brésilienne en Coupe du Monde. Et il va être évidemment un des joueurs archi importants, alors peut-être pas aussi important que Pelé, etc. Mais des campagnes de 58, 62 et ensuite en 70 en tant qu'entraîneur. Je sais pas quel est ton avis là-dessus, Marcelin. Ouais, sur Zagallo, donc il a 18 ans le jour du match et les soldats, enfin, vous fait son service militaire, je Ouais, sais plus, mais exactement. en tout cas, il a la sécurité du Maracanã, c'est comme ça qu'il assiste à la rencontre. Et après, c'est vrai que c'est l'un des premiers joueurs, un des liés, mais qui participait défensivement. Et donc ensuite, qui a permis au Brésil de 58 euh, d'avoir une certaine solidité un petit peu au milieu et du coup de pouvoir les joueurs qui étaient plus doués techniquement qui puissent s'exprimer et un petit peu cet équilibre là qui a été trouvé grâce à Zagallo. Après, je pense que le Brésil, c'est quand même dans la culture d'avoir des joueurs basés sur le dribble et avec quand on prend l'équipe de 58, je pense que si en 50 ils gagnent ou ils gagnent pas, ils gagnent quand même. Je suis pas sûr que c'est une incidence sur 58, il y a tellement de joueurs de qualité. Ouais. J'en profite d'ailleurs, on parlait de Mario Zagallo qui a donc 18 ans à ce moment-là, qui fait son service militaire et qui est dans le stade et qui vit le drame, de plein fouet puisque, il assiste à ça. Il y a un autre joueur évidemment, enfin le plus grand joueur, la plus grande légende du foot brésilien, Pelé, qui va gagner donc en 58 sa première coupe du monde, mais qui va surtout être ultra important, à partir de 1962 pour la deuxième victoire. Pelé, il a 8 ans, 10 ans. Il a 10 ans au moment du Maracanã. Il a beaucoup parlé de ses larmes et de son immense tristesse au moment où le Brésil perd cette coupe du monde à domicile, qui vit comme un drame, comme l'ensemble du peuple brésilien. Est-ce que tu penses qu'en tout cas pour lui, il y a un côté pareil, acte fondateur dans sa passion pour le foot et dans sa volonté de réussir et de gagner avec sa sélection? Ou est-ce que de toute façon, il était tellement talentueux qu'il aurait réussi et que ça n'a pas d'impact forcément sur sa carrière à lui? C'est vrai qu'il aime beaucoup enfin, il aimait beaucoup raconter cette histoire c'est son père qui pleure et il l'a jamais vu pleurer et donc il lui promet de gagner la coupe du monde. Ouais, c'est pour les livres Il aime d'histoire, bien ça. aussi, on a construit sa légende comme ça, donc c'est vrai que finalement la carrière de Pelé, on peut dire qu'elle commence aussi ce jour-là avec cette défaite et ce désir de gagner. Et il va faire un petit peu justement les 2 Pelé, ça reste, le beau jeu, mais c'est aussi, la victoire. Donc après oui, c'est un joueur tellement exceptionnel à tous les niveaux, que ce soit techniquement, ou mentalement aussi, que je pense qu'il gagne quand même et même si, il n'aurait pas été le 1er, brésilien champion du monde. Ce qu'il fait, à l'époque, c'est inédit par son âge et même le niveau, qu'il a sur le terrain. On n'a jamais vu ça avant. Donc je pense que ça restera quand même un mythe, même si le Brésil a une coupe du monde avant. Tiens, puisqu'on parle de Pelé, moi j'ai une question sur des joueurs qui jouent en 1950 et qui font partie de ce drame. On a rapidement évoqué eux. Tu me dis si je me trompe ou si tu en ajoutes, mais il y a 3 stars à ce moment-là dans la compétition. Du côté brésilien, Zizinho qui commence blessé et qui va être un peu arrivé avec son statut de sauveur. Ademir et Jair. Alors peut-être qu'il y en a d'autres aussi, non? Non, après peut-être Bauer s'il faut en rajouter un.
Coquet, l'un des rares joueurs de São Paulo à jouer, mais qui est ouais, quand même en dessous ces trois-là. Je dirais Zizinho, après Ademir, après Jair. Ok, bon, je calme Val tout de suite, rien à voir avec. Oui, Non, on est d'accord. Hein. je t'ai vu venir de loin Je te vois sur venir. le Red Star, ouais, avec Ouais. Bauer, ouais, évidemment. Par contre, tout à l'heure, il fallait que je te reprenne quand même parce que tu as dit que le plus grand joueur de l'histoire du football brésilien était Pelé, mais c'est quand même Juninho Pernambucano, hein, je te rappelle. Ah oui, j'ai cru que tu allais me lancer sur Neymar. Non, non. Je peux durer très longtemps, mais Non, non. je crois qu'on va perdre le côté sympathique de cette émission. Euh, Ouais, donc en tout cas, on le disait, il y a ces trois stars évidemment qui sont les trois stars offensives et les trois fers de lance de l'attaque brésilienne, Zizinho, Ademir et Jair, euh, qui sont considérés comme des grands joueurs de l'histoire du foot brésilien. Je pense pas trop me tromper en disant ça, mais qui au final ne vont pas gagner la Coupe du Monde, ne vont pas apporter un titre majeur en tout cas à la sélection brésilienne et à la Seleção. Est-ce que tu penses que Et surtout, si... c'est des joueurs majeurs de la compète. Enfin, Ouais, 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 ah oui. Ademir finit avec 9 buts sur la compétition, qui est sa seule compétition. Donc 9 buts en Coupe du Monde sur une seule compétition, c'est quand même pas mal. Ils sont pas, C'est quali, c'est pas ils mal. sont pas beaucoup. Enfin, tu vois, Kylian Mbappé a fait 8 cette année. Ouais, c'est ça. En 6 matchs, Kylian Mbappé a fait 8 cette année. Donc c'est pour vous dire à peu près le niveau. Bon, c'est pas la même époque, évidemment. Mais voilà. Et Zizinho finit meilleur joueur de cette Coupe du Monde 1950. Donc c'est des joueurs qui ont un impact qui est hyper important sur le Brésil de cette époque-là et qui aurait pu avoir un avenir bien meilleur. Ouais, je pense surtout dommage pour Zizinho. Je pense qu'il a la Coupe du Monde. Il sera au niveau de Didi, par exemple, dans l'histoire du foot brésilien, puisqu'il a le niveau de jeu, le charisme et le leadership aussi. J'en parle dans le livre. Il sera le leader technique et vocal de cette équipe. Et en plus, il n'a pas de chance avec la Seconde Guerre mondiale, parce que du coup, il rate 42-46, ça aurait été une star aussi. En 54, il est en conflit l'année précédente avec la commission brésilienne, donc il n'est pas convoqué. Et même en 58, bon, il est déjà vieux, il a 37 ans, mais en 57, il est champion paulista avec São Paulo, c'est le meilleur joueur de l'équipe. Ademir aussi, pareil, même s'il est considéré assez sûr qu'avec une Coupe du Monde, il a encore une autre histoire. Et lui, pareil, le 46, par exemple, il y a ce entraîneur de Fluminense qui, à l'époque, Ademir jouait à Vasco, qui gagnait tout à l'époque. Et l'entraîneur de Fluminense dit rendez-moi Ademir et je vous ramène le titre. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est vraiment deux joueurs exceptionnels dont on parle finalement pas assez, je pense, par rapport à leur niveau de jeu, ce qu'ils auraient pu faire. C'est que pour eux, c'est vraiment dommage qu'ils payent le titre brésilien. Ademir, c'est 32 buts en 39 matchs avec le Brésil et c'est encore aujourd'hui le 9e buteur de l'histoire de la sélection. Donc c'est quand même aussi un joueur qui aurait pu vraiment marquer l'histoire. Après, le problème pour lui, c'est qu'il y a quand même eu une flopée de grands attaquants brésiliens qui ont quand même bien marqué la sélection aussi. Donc je ne sais pas quel impact il aurait eu. Et puis qui ont été champions du monde. Mais du coup, c'est un précurseur aussi, ce qu'il a un peu inventé ce poste qu'on appelle Ponta de Lança. Après jouer le Pelé à ce poste-là, un petit peu de 9,5 pour traduire. Et ça a été le premier, parce qu'il y avait déjà une vitesse hors du commun à l'époque. Donc, ouais, ça a été le premier dans ce style-là, et oui, il a beaucoup apporté au foot brésilien. Ouais, juste pour ajouter aussi, moi, il y a en fait cette génération. Le temps a aussi fait que quand il n'y a pas un titre, bah, on a tendance, mine de rien, à oublier. Alors, évidemment, ça reste des noms qui parlent et j'imagine que pour les Brésiliens, ça reste des légendes, mais ça efface quand même un petit peu ce qu'ont fait ces joueurs. En plus, il n'y avait pas beaucoup d'images à l'époque, voire pas du tout. Du coup, ça fait penser à une génération plus récente et qui, moi, et je pense pour toi aussi, Val, te parle plus, mais à une génération qui n'a pas vécu de drame, mais qui a jamais gagné, qui était cette génération des Zico Socrates, qui était une génération, pareil, fantastique au cœur des années 80 et qui a jamais gagné, enfin, en tout cas, jamais brillé en Coupe du Monde. Bah là, au final, c'est peut-être un petit peu pareil, sauf qu'en plus, on ajoute à ça la dimension drame donc et le temps qui font qu'on a tendance un petit peu à oublier. Et c'est vrai que bah, pour ces joueurs-là, Zizinho, Jair, Ademir notamment, il y a une vraie tristesse au final de ne pas les voir remporter cette Coupe du Monde parce qu'ils auraient peut-être aujourd'hui été au panthéon du foot brésilien comme le sont beaucoup d'autres joueurs aujourd'hui. Ouais, après, je pense effectivement le problème, c'est le manque d'images. Surtout maintenant, on n'a plus de témoins, donc il reste les écrits, mais on ne peut pas vraiment se rendre compte du niveau. Donc c'est sûr que aujourd'hui, si tu veux voir Zico, Socrates, Sandro, tu peux aller sur YouTube et tu peux aller voir. Tu peux voir les matchs entiers qui valent le coup d'être vus. 5 ans, tu ne peux pas le faire, donc c'est sûr qu'à la fin, ça s'efface un petit peu. D'où la pertinence de ton livre.
Machin, exactement, il faut maintenant, il faut lire, quoi. N'hésite pas à mettre des petits coups de com comme ça une fois de temps en temps. Exactement, on va en refaire de toute façon sur la fin. On parlait des 3 joueurs, des 3 stars entre guillemets de l'attaque brésilienne qui est la force de cette équipe. On disait que c'était une équipe qui était assez fragile défensivement. Il y a alors Bigodet qui va être, Bigode? Bigode, ouais, Bigode. Bigode. Ouais, là l'accent il est technique, moi nous on l'a pas. Là on Non, l'a ça pas. va hier. L'accent, on l'a pas. Qui va être notamment pas mal pointé du doigt sur les 2 buts encaissés par le Brésil pendant cette finale. Il y a surtout un joueur qui est Moacir Barbosa qui va faire figure de bouc émissaire, qui pourtant, lui, pour le coup, on met beaucoup en avant cette défense pas très solide du Brésil, qui est quand même considéré comme un des meilleurs gardiens du Brésil et enfin du monde à ce moment-là. Oui, bah, les comparaisons sont peut-être encore plus compliquées, à l'époque, mais bah, souvent, si on fait le 11 idéal de la saison, au but, c'est Gilmar ou Taffarel en général. Donc 2 gardiens qui ont gagné la coupe du monde. Je pense qu'il Barbosa la gagne, il est dans le débat, voire il est, numéro 1. Parce que pareil, il manque des images, mais il avait quand même un style, spectaculaire et ouais, c'était le meilleur gardien brésilien, à l'époque, même s'il y a Oberdan qui était, à Palmeiras, qui était aussi un très bon gardien, mais tout le monde le considère en dessous que, Barbosa. Et pareil, Barbosa, on parle que de 1950, mais ça retourne un très bon gardien qui a joué pendant très longtemps au Vasco et il lui manque aussi cette coupe du monde. Ouais, le Vasco qui est le meilleur club brésilien à ce moment-là. Et sur Barbosa, ce qui est effectivement terrible, et tu le disais très bien, il est considéré comme le meilleur gardien brésilien de cette presque de cette décennie, enfin en tout cas de la décennie des années 40 qui se termine en 1950 donc. Il n'est pas du tout remis en question avant la compétition. C'est vraiment cette finale qui va en faire le bouc émissaire complet, de tout un peuple. Hem, non, mais parce il est jugé fautif sur le second but qui donne donc la victoire au Brésil, alors que l'échelle de responsabilité a priori, il y a un peu un côté Ginola, mais sauf qu'on est dans le pays passionné de foot, brésilien, qu'est le Brésil à ce moment-là il a une trajectoire derrière, que ça soit sa carrière sportive, mais surtout sa vie personnelle. Après ce drame et ce côté bouc émissaire où, bah, sa vie va être un long enfer en fait, par la suite. Ouais, beaucoup d'anecdotes où on a envie de se dire c'est que du foot, hein, c'est une finale de coupe du monde, il y a 200 000 personnes, tout un pays, c'est que du foot et ça classe, ça dépasse le sport et ça attaque l'humain. Même si finalement, si le Brésil avait gagné, bah, ça aurait été juste le gardien de l'équipe championne. Et je pense, bah, comme avec Vasco, son club, on parlait des joueurs offensifs, Barbosa, on s'en entendrait pas parler. Alors que là, si on demande à quelqu'un qui connaît un petit peu, un joueur du Brésil lors de ce match, bah, c'est Barbosa qui va Qui venir va ressortir. en premier. C'est vraiment ouais, ce match qui l'a immortalisé, au contraire de Bigot qui vit le même drame, mais lui, par contre, il était oublié. Mmh. Mais c'est vrai que, tu parlais de ces petites anecdotes, Flo, bah, il y a en 94 quand il va se faire, recaler du centre d'entraînement du Brésil au moment de la préparation de la coupe du monde, justement par Mario Zagallo, à l'époque, qui était, entraîneur adjoint du Brésil. L'histoire est horrible, il s'est fait refuser l'accès juste parce qu'il était malchanceux, à cause de cette histoire du Maracanazo. Mais Il ça y a c Vas-y, 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 vas-y. Non, non, et vas-y. non, et j'allais citer sa fameuse citation qu'il a dit, quelques années plus tard en disant qu'au Brésil, la peine maximale est de 30 ans et que la mienne dure depuis 50 ans, pour, montrer à quel point il a vécu le traumatisme, bah, comme une injustice parce que tout le monde lui est tombé sur la gueule alors qu'en fait, il n'était pas évidemment le seul responsable. Alors il est peut-être certes fautif sur le 2e but, mais, c'est pas ça vaut pas, que ça prenne des proportions comme ça, sur ce match-là. Ouais, il y a un tas d'anecdotes qui sont loin d'être croustillantes, qui sont terribles là-dessus. Effectivement, il raconte aussi, être régulièrement apostrophé dans la rue et même par des mères ou des grands-mères de famille des décennies plus tard qui vont le présenter à leurs enfants ou petits-enfants comme étant le coupable de la défaite et du drame du Maracanã et c'est effectivement complètement terrible. Moi, j'avais juste une question, donc du coup, là, Marcelin, je fais appel à tes talents de fact-checker parce qu'on en parlera juste peut-être pour conclure cette émission, mais il y a beaucoup quand même de mythes et d'histoires qui sont pas forcément réelles, qui ont été créées autour de ce drame du Maracanã. Est-ce qu'il est vrai qu'en 63, Barbosa s'est quand même procuré les poteaux de la finale, qui étaient alors des poteaux carrés et en bois, comme on peut l'imaginer pour les copains de Val qui ont vécu ça plus tard, et qu'il les a vraiment brûlés? Est-ce que cette histoire est réelle? Alors, je sais plus, je sais que Barbosa a dit qu'il les avait récupérés
Mais il y a plusieurs versions sur ces poteaux, ce qu'ils sont devenus. Du coup, je pourrais pas l'affirmer dans un sens ou l'autre. Oui. A priori, on n'y était pas pour vérifier, Mais, effectivement. Mais mais les années. de manière plus générale, Flo, enfin, ce qu'a subi Moacir Barbosa, c'est quand même assez symbolique du traumatisme plus général de la compétition. Alors, le jour même, il y a quand même eu, je crois, 3 crises cardiaques qui ont été recensées dans les tribunes. Dans les mois qui ont suivi le match, je te vois rire, tu voulais Non, mais justement, ça faisait partie des autres fact-checking que je voulais voir avec Marcelin parce Ah, que ok. on parle de beaucoup de crises cardiaques et de suicides, effectivement, Ouais, bah voilà, suite à j'allais la parler de finale. la vague de suicide qui était après. Ouais. Non, il y a eu un arrêt cardiaque, je crois, dans Saint-Jean. Après, non, il n'y a pas eu de gens qui jetaient dans les piles Maracana. Non, ça, c'est exagéré. Il n'y a pas eu de. Non, mais pas le jour même, mais dans les mois qui ont suivi au Brésil, enfin, beaucoup de personnes disent qu'il y a eu un recensement d'une vague de suicide assez importante. Je crois pas qu'il y ait Ok, de vague super. de Bon, suicide. eh ben, on dit n'importe quoi dans cette émission, bravo. Non, mais justement, Non, alors mais- c'est marrant parce que Oh, j'en avais déjà parlé dans la préparation de cette émission avec Marcelin, où effectivement Marcelin m'avait plutôt dit que c'était un côté qui avait été mythifié autour de cette finale et des histoires qui avaient été un peu et ultra exagérées. super, bah, je me suis fait avoir par la presse, alors c'est super. Ouais, bah écoute, de toute façon, on est habitué à faire ces fake news. Hein, Ah, alors, troisième info que tu vas me fact-checker, du coup, on sait que l'histoire du Brésil a quand même été assez tumultueuse pendant de nombreux siècles, notamment à travers toute la traite négrière qu'il y a eu pendant quasiment 3 siècles, entre 1500 et 1800, même plus tard. Et on sait que le Brésil a d'ailleurs été un des derniers pays d'Amérique du Sud à abolir l'esclavage euh, à la Le fin, dernier, ouais. le dernier même, exactement, à la fin du 19e siècle, je crois. Et justement, j'avais lu un article de Alex Bayos, qui est un auteur britannique et qui était expert du foot brésilien, et qui disait que le football est inextricablement lié à l'identité brésilienne, et que justement, bah, au début au début du XXe siècle, il y avait encore beaucoup de problèmes sociaux qui étaient alors rejetés sur évidemment les Afro-Américains et les populations noires, et que justement la Coupe du Monde 1938 avait beaucoup aidé, notamment grâce à Leonidas et un autre joueur, je ne sais plus, que tu l'as cité, Domingos, et Domingo, je pense, c'est ça. A justement réconcilié le pays avec les populations noires, et que justement ce Maracanazo avait un petit peu relancé cette espèce de relent racisme qui traînait encore dans les sociétés aristocratiques brésiliennes, et qu'il avait relancé une forme de vague de racisme au Brésil à cette époque-là. Oui, il y a un petit peu de tout ça, comme Bon, c'est le difficile à Brésil. mesurer, je suppose, mais Ouais, en tout cas, le Brésil est très divisé, et c'est vrai que j'ai écrit un autre livre aussi, premier abord, qui est vraiment sur les débuts du foot brésilien jusqu'en 1933. Donc, on n'a pas encore la phase de démocratisation du foot qui intervient justement dans les années 30, avec des joueurs noirs qui vont jouer au Flamengo. Donc, et c'était un peu aussi Vargas, donc le dictateur à l'époque. Il voulait une équipe, c'était vraiment le nationalisme, et il y a beaucoup de rivalités régionales aussi. Et donc, il voulait une équipe avec un petit peu tous les Brésiliens possibles. Donc, il y a déjà cette utilisation du foot. Après, sur 1950, ça a un peu relancé cette idée, surtout avec le gardien Barbosa, donc, qui était noir, donc que les Noirs sont un peu faibles mentalement. Même si, comme dans le contexte de l'après-guerre, il n'y a pas vraiment on va trouver dans les journaux des théories raciales, ça c'est plus d'époque. Donc c'est un peu plus caché, c'est une idée qui est pas vraiment dite, mais qui Mais il y a un est côté plutôt lancinant là-dedans, sous-entendue. ouais. Ouais, exactement, ouais. Il y a un côté lancinant. Et d'ailleurs, enfin, je crois pas me tromper, mais en 1954, donc la Coupe du Monde suivante qui est en Suisse, je me trompe pas en disant qu'ils y vont sans aucun joueur de couleur. Ils y vont qu'avec des joueurs blancs, non? C'est 58, France 54, tu as Jamal Santoufré, il est titulaire, faut t'en as d'autres. En 58, par contre, sur le premier match, tu as Di Blanc et Didier au milieu, mais c'est Didier. Après, est-ce que c'est racial? Après, les joueurs, c'était, il y avait Zagano, Mazola, Joël, enfin, c'est Dida. Donc, c'est des joueurs qui avaient le niveau aussi pour être titulaire en Coupe du Monde. Donc, je ne sais pas si c'était faire jouer des Blancs ou mettre les meilleurs joueurs possibles.
Ouais, donc il y a un vrai côté lancinant, que ça soit dans la société civile, mais aussi dans la CBF, la fédération brésilienne, où mine de rien, pendant quand même quelques années, les joueurs noirs vont être un petit peu mis sur le côté, sans même qu'il y ait besoin d'avoir un DTN ou un sélectionneur qui fasse des quotas, comme on a pu le voir dans d'autres pays plus récemment, euh, malheureusement. Non, j'avais un autre point juste sur Barbosa. Il y a eu quand même des tentatives de, de réhabilitation envers sa personne qui ont été plus récentes. Alors malheureusement pour lui, en plus après son décès, notamment je crois que Dida le gardien, qui était aussi, qui était peut-être le premier gardien de couleur après Barbosa, non? Titulaire en Coupe du Monde, oui, Ouais. ça c'est sûr. Après, je crois une erreur qui s'appelait Barbosini en plus, qui a dû jouer, mais pour le coup, pour le poste de gardien, ouais, c'est encore plus visible, ouais, ce racisme et cette idée, ouais, le Bayard, il y a un humoriste qui a dit, ouais, un gardien noir n'est pas fiable. Donc là, ouais, c'est encore plus affirmé. Mais sinon, oui, pour Barbosa, ça vient un petit peu après justement l'incident de 93 où il se fait refuser pour aller voir les joueurs brésiliens. Du coup, le pays se rend compte peut-être qu'on allait un peu trop loin avec Barbosa. Et donc, sa fin de vie se passe un petit peu mieux avec un peu plus de respect. Ouais, effectivement, heureusement pour Bon, lui, ça va mais alors. Alors, c'était pas perpétuité, c'était juste 43 ans. Val est vraiment un sale type, hein. Vous pouvez, voilà, tout le monde s'en aperçoit aujourd'hui. Écoutez, avant de clore cette émission, il y a peut-être encore quelques sujets qu'on pourrait évoquer. Moi, j'en avais un, Flo, si tu Ah veux. bah vas-y, et ben J'ai vas-y. même une théorie. J'ai une théorie, je pense que si Alors j'aime quand t'as des théories. Bah, Juste, après, c'est le principe de cette émission, on va pas se j'ai juste mentir, une Flo. question parce que t'es pas capable de faire une théorie dans cette émission sans avoir le mot Gérald Darmanin à la fin de ta théorie. Elle Donc n'est je te même laisse pas, avancer. il n'est même pas dedans, mais je vais Ouais, mais essayer de le caler au fur et à mesure de mon si explication. c'est pour Gérald Dao Darmaninho, ça ne sert à rien. Voilà. Ah bah c'est t'auras bon, reconnu. je sais comment je vais le caler. Moi, je pense que si l'Uruguay ne gagne pas ce match, donc si le Brésil est champion du monde, l'Uruguay s'impose en 1954. Pourquoi? Parce que après la Coupe du Monde, il y a beaucoup de joueurs uruguayens, dont notamment le deuxième buteur, Alcides Gigia. On ne sait toujours pas comment on prononce son nom, mais voilà. Ouais, Même, bah, même Barcelone, il pourra plus nous dire a priori. voilà. Mais bon, d'ailleurs, Gigia qui a c'est justement ça, qui a une histoire assez impressionnante puisqu'il est mort pile 65 ans après son but en finale de Coupe du Monde, donc le 16 juillet 2015. Donc voilà, petite anecdote un peu sympa. Et Mais c'était le dernier, ouais, au moins titulaire, mais je crois je crois que le dernier dernier champion survivant, du ouais, j'ai monde. vu. 88 ans, il avait à l'époque. Mais donc, Gigia fait partie de la flopée de joueurs qui va partir, qui va s'exiler en Europe après la Coupe du Monde, 2-3 ans après la Coupe du Monde. Lui, notamment, va jouer à la Roma et au Milan AC. Mais il y a beaucoup de joueurs uruguayens qui vont partir à cette époque-là parce que, en fait, à l'époque, il y a une loi immigration, pas comme ce gros bâtard de Gérald Darmanin. Voilà, tu Ah vois, ouais, je restais d'accord. le Il caler. est vraiment, il est Ah, mais- magnifiquement amené. il, Alors là, il a capillotracté, mais c'est pas grave. Et en fait, d'après ce que disait Jérôme Le Signe dans le podcast que vous avez fait la dernière fois sur Coparena que j'ai écouté, l'équipe va un petit peu se décomposer suite à tous ces départs et va se déstructurer un petit peu. Et c'est une des raisons qui expliquerait pourquoi l'Uruguay s'est incliné en demi-finale du Mondial 54 parce que l'équipe était assez déstructurée et qu'il n'y avait pas la même entente qu'il y avait en 1950 à cette époque-là. Donc on peut imaginer, puisque c'est le but de cette émission, que l'Uruguay aurait été champion du monde peut-être en 1954 s'il n'y avait pas eu tous ces départs suite à ce titre de champion du monde qui était dû aussi au fait que les joueurs avaient vécu cette expérience magnifique et qui voulaient aller aussi explorer d'autres aventures. donc ce qui veut dire que si Et l'Uruguay perd donc, enfin que le Brésil remporte sa Coupe du Monde à domicile en 1950, le Brésil est peut-être aujourd'hui à 6 Coupes du Monde. L'Uruguay a toujours ses 4 étoiles, mais juste une différée. Et par contre, il n'y a pas de miracle de Berne pour les Allemands. il n'y a pas de miracle de Berne. Et voilà. Et ça, c'est quand même un acte fondateur dans l'histoire du foot allemand, mais aussi dans l'histoire C'est vrai. de la société allemande. Mais bon, ça, mais maintenant, je suis terrifié parce que j'ai fait toute mon anecdote avec plein de certitudes et je suis terrifié que Marcelin me contredise en disant non, ils ne sont pas tous barrés, il y en a quand même les 3/4 qui sont restés. Non, mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait ces règles aussi que tu pouvais plus jouer en sélection nationale si tu allais en Europe. Enfin, d'ailleurs, je dis ça, mais je sais Oui. pas si c'est le cas pour Non, mais l'Uruguay. d'ailleurs, Guidja joue quelques sélections avec la Squadra Azzurra. Oui, mais voilà. Effectivement, et peut-être qu'il reste au pays, non?
c'est possible, la théorie est possible. Eh ben, très belle théorie. Bon, on a quand même fait pas mal le tour des questions. Je sais pas, je sais que Marcelin, avant qu'on passe peut-être sur mon dernier ici, tu voulais potentiellement aussi parler de l'impact qu'a cette finale, au-delà de la Seleção, sur le foot brésilien de club et notamment sur Vasco, qui est le club le plus important de cette période et qui abrite notamment pas mal d'internationaux. Oui, ils ont eu 8, je crois, dans la Coupe du Monde. Donc, 5 titulaires. Il y a Jair qui venait de quitter le club. Et ça a été une équipe exceptionnelle parce qu'ils gagnent 5 fois le championnat Carioca. Entre 45 et 52, il y a un taux de victoire qui est hallucinant. Ils gagnent aussi le premier championnat sud-américain en 48, donc c'est un peu l'ancêtre de la Copa Libertadores. Donc c'est vraiment une équipe incroyable. Je pense au Brésil, il y a juste le Santos de Pelé qui est au-dessus. Et après, c'est dans le débat avec le Flamengo de Zico, Botafogo, Garrincha et aussi São Paulo de Raí. Mais je pense qu'on a les 5 là et Vasco est pas forcément 5e. Mais pourtant, maintenant aussi ça date, il y a pas d'images, donc peut-être qu'il y a ça aussi. Mais c'est une équipe qu'on oublie parfois un petit peu, qu'on ne rappelle pas assez. Alors qu'en plus, on va dire, leur seul défaut, c'est avoir perdu en 50, mais c'est pas eux qui jouaient. Donc, c'est vrai que je pense, comme il y avait beaucoup de joueurs en commun, Vasco, l'expression de la Victoria, a payé un petit peu la défaite de 1950. Ok, très intéressant. C'est vrai qu'on n'avait pas forcément ce volet aussi club qui n'est pas dans l'histoire, que vous allez pouvoir retrouver dans le livre que vous avez l'obligation d'acheter. C'est simple, si vous lisez, si vous écoutez, vous êtes obligé. Ouais, Val. Et sur le club de Vasco, Bilal nous a sorti un petit format court la semaine dernière, spécialement sur ça et sur le caractère justement antiraciste du club qui a été un club un petit peu frondeur par rapport à tous les autres clubs aristocratiques brésiliens de l'époque. Ouais, enfin, Bilal, il va vite se calmer parce qu'on sait très bien juste pourquoi il a envie de parler de Vasco. C'est parce que Dimitri Payet y est allé, il a acheté son maillot et du coup, il dit tiens, je vais faire une chronique pour valider mon maillot. Non, ça C'est marche pas l'unique comme ça, raison. Bilal. Il commence sa chronique comme ça, Non. il la finit comme ça. Donc à un C'est moment, bon. il est Bilal, assez tu es honnête. supporter de l'Olympique de Marseille Ouais, et c'est tu vrai. pleures, c'est tout. Tu passes ta journée à serrer et à pleurer, c'est tout. Écoute, Marcelin, merci beaucoup pour avoir fait cette émission avec nous. C'est avec des si un petit peu particuliers puisqu'on était donc en plan A3. Voilà, je le lâche une dernière fois. Oh là. Et je ne peux Angoisse. évidemment que vous conseiller ce livre, Maracanazo. Alors, écrit avec un slash et un Z parce que ça, j'imagine que c'est la version plutôt uruguayenne qui a été écrit avec Jérôme Le Signe aux éditions Lucarne Opposé. Ouais, merci d'abord pour l'invite, c'était cool comme exercice. Et pour le titre, on a mis le CC10, c'est version portugaise, et le Z espagnol, puisque oui, donc il y avait Jérôme Lessing qui a écrit le livre et fait la partie uruguayenne et moi brésilienne. Et donc le livre est disponible seulement sur notre site Lucarne Opposé. Mais il est tout le temps disponible. Achetez-le maintenant, mais vous aurez encore le temps de Il est disponible et il arrive rapidement, et je peux en témoigner. Les autres livres sont encore, du coup, moi j'en ai écrit 2 autres. Il y a aussi un livre sur Bielsa et sur Maradona 86 qui sont aussi disponibles aux éditions Lucarne Opposé. C'est aussi sur le site. De toute façon, on peut que conseiller, et je finirai là-dessus, de en fait aller sur le site Lucarne Opposé et tout ce qu'ils font, que ça soit à acheter ou à lire en ligne, achetez, lisez, mais franchement, c'est probablement, c'est pas probablement, c'est l'un des tout meilleurs médias en français qui nous est donné sur le foot. Foot mondial hors européen, mais particulièrement quand même avec cet accent, parce que c'est aussi votre côté affinitaire avec l'Amérique du Sud. Mais ouais, foncez sur Lucarne Opposé et foncez acheter ce livre Maracanazo. Messieurs, je vous remercie. Marcelin, on espère te voir très bientôt. Ça marche. Pour sur le site ou à Bauer aussi. Ah bah peut voilà, se faire à ça. Bauer. À Bauer, Excellent. bien sûr. Val, Voilà. il décide de plus y aller là au prochain match, mais effectivement, grand plaisir de s'y croiser. Moi j'y suis, c'est toi qui es pas vendredi. Ah oui, c'est le vendredi d'après, c'est le suivant ou c'est l'inverse. Effectivement, merci beaucoup en tout cas Marcelin, on espère te recroiser très vite. Val, de toute façon on se revoit lundi prochain. On se voit trop. Laisse-moi tranquille maintenant. Allez, ciao merci à tous, merci ciao. beaucoup.